peut y aller? Très bien. Bien, bonjour. Euh, Très content de vous revoir pour ce cours du semestre 5 en gestion financière. Déjà sur la plateforme, si vous êtes entré hier soir, vous aviez trouvé déjà euh, un chapitre sur le tableau de financement, de même qu'un chapitre sur les ratios financiers, les ratios boursiers. Nous allons voir, vous aurez des applications là-dessus, je vais les mettre plus tard. De toute manière, vous aurez aussi les applications sur l'ensemble du cours qui seront préparées par le professeur chargé des TD, M. Brahim Bolfdor. Bien. Aujourd'hui, pour cette première rencontre, mais nous en aurons d'autres, eh bien, plus des enregistrements que vous trouverez sur la plateforme, eh bien, nous allons parler du besoin en fonds de roulement normatif. Vous aviez calculé un certain nombre de concepts d'équilibre dans la première partie du cours, notamment en S4. Et là, donc on passe à un niveau supérieur, donc pour voir des concepts un peu particuliers, des concepts un peu spéciaux. Nous avons déjà énoncé un certain nombre d'entre eux. Je me propose donc de vous en donner quelques informations. Donc déjà sur la plateforme, comme je viens de vous le dire, vous avez le tableau de financement. Vous avez également les ratios boursiers, avec des applications qui permettent de comprendre un certain nombre de choses. On pourrait aussi en parler plus tard. Nous allons aujourd'hui développer la notion de besoin en fonds de roulement normatif. J'aurai à vous parler également de l'effet de levier et des critères de choix d'investissement, c'est-à-dire pour les projets d'investissement. Ce sont des éléments les plus saillants, mais en réalité, je reviendrai à d'autres éléments si nous avons le temps, nous mettrons d'autres aspects de la gestion financière. Bien. Alors, pour le besoin en fonds de roulement normatif, tout d'abord, alors, autre précision quand même, cette partie du cours, elle sera également mise sous forme de PowerPoint. À la limite, si je vois qu'il y a un élément qui a besoin d'être éclairci, je vous mettrai un PowerPoint avec la voix. Pour information, puisque c'est la première fois qu'on s'entend et qu'on se voit, à peu près, eh bien, donc je vous demanderai, quand vous mettez en marche votre PowerPoint, de cliquer sur le haut-parleur qui se trouve au milieu de la diapositive, et ça vous donnera le son, bien sûr. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail. Vous avez le mail sur le mail Yahoo sur les diapositives. Très bien. Alors, ce document-là, le document de cours, vous le trouverez plus tard, c'est-à-dire donc dans quelques jours. Ce soir ou demain, vous le trouverez sur la plateforme également. Bien. Alors, le besoin en fonds de roulement normatif. Déjà, dans ce vocable, vous avez déjà le besoin en fonds de roulement que vous connaissez déjà. Mais la particularité du besoin en fonds de roulement normatif, c'est qu'il est prévisionnel. Donc, le besoin en fonds de roulement, tel que vous l'avez étudié est un besoin en fonds de roulement qui est calculé sur une période passée, c'est-à-dire sur le bilan. Or, dès lors que vous avez un bilan, il relate de quelque chose qui est déjà passé. Bien. Sauf s'il s'agit bien sûr d'un bilan prévisionnel. Bon. Pour ce qui est du besoin en fonds de roulement normatif, eh bien, l'idée c'est de se dire, voilà, ce que nous voulons savoir, par exemple, pour une entreprise qui se crée ou qui a un projet, particulièrement celle qui existe déjà et qui a un projet de développement. Donc, pour cette entreprise-là, elle se dit, mais l'accroissement de l'activité va nécessiter un financement d'activité. Parce que comme l'activité augmente, obligatoirement, les besoins
de financement, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, les besoins de financement de l'activité ou de l'exploitation vont augmenter. Alors, à partir de là, on aimerait bien le savoir. Alors, bien gérer, c'est bien prévoir aussi. On ne laisse pas les événements arriver brutalement et après, on cherche des solutions. Donc, on essaie de plus en plus donc d'avoir une prévision, même s'il n'est pas exactement, en tout cas, on se rapproche de la réalité. Donc, on fait une prévision et à partir de là, bien sûr, on se prépare déjà à ce qui va arriver. On ne sait pas du tout quelle sera la situation plus tard. Est-ce qu'on sera en situation d'un excès de trésorerie, d'un besoin de trésorerie ou des choses comme ça? Et tous ces éléments-là, on doit les pouvoir. Comme ça, on se prépare déjà pour soit demander des moyens financiers externes, soit préparer ce qu'on peut le préparer en interne et ainsi de suite. Bien. Tout cela nécessite du temps quand on sollicite des ressources financières. Ça demande du temps de demander à la banque, ça nécessite du temps de demander aux actionnaires. Ça prend un certain temps et tout cela donc, doit être fait à l'avance, mais sur la base d'un savoir prévisionnel. Bien. Avant d'aller un tout petit peu plus dans le détail, je continue à expliquer un peu ce vocable de besoin en fonds de roulement normatif à partir duquel, eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. Très bien. Alors, besoin en fonds de roulement, vous connaissez déjà parce que vous l'avez calculé, actif circulant moins passif circulant. Bon, on utilisera un peu cette notion, mais alors en passant par des détours. Hein, nous verrons ça dans le développement que je vais faire actuellement. Mais il est aussi normatif. Besoin en fonds de roulement normatif. Que veut dire le mot normatif? Dans ce vocable, nous avons la racine qui est la norme, une norme. Nous cherchons une norme, donc nous cherchons une règle. Pour pouvoir faire une prévision, nous essayons de trouver dans le comportement des éléments qui constituent le besoin en fonds de roulement, nous essayons de trouver une norme. Comment ils évoluent? Y a-t-il une règle qui les régit dans le temps? Si nous arrivons à trouver cette règle, alors qui dit règle veut dire que les choses se répètent à peu près de la même manière, avec des variantes, bien sûr. Mais il y a une norme. Et si on arrive à trouver cette norme, ben c'est facile. On pourra alors faire la prévision. Alors, quel est l'avantage et l'inconvénient de cette manière de penser? Son avantage, c'est que nous essayons, à partir des données de l'exploitation et de son évolution, nous essayons de retrouver des éléments qui nous indiquent le chemin à suivre pour l'avenir. Ça, c'est un élément important. Je venais de dire tout à l'heure que pour avoir de bonnes décisions pour l'avenir, il faut avoir la connaissance du présent, du passé et bien sûr de l'avenir. Et ces éléments, l'avenir, on ne le connaît qu'à partir du moment où on a bien cerné les éléments du passé. Le petit inconvénient de la méthode, mais comment voulez-vous? On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, il faut bien faire des sacrifices pour arriver à un certain niveau de résultat. C'est que cette méthode, quand même, a une certaine linéarité. Une certaine linéarité. Elle n'est pas linéaire à 100%, mais elle l'est quand même. Une linéarité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va prendre le passé et elle va tracer un trend. Et ce trend va nous permettre d'avoir la vision de ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, alors, rien disons, ne présage que les choses de l'avenir vont se passer dans le même trend que le passé. Les choses de l'avenir vont se réaliser dans le futur, exactement non, mais à peu près dans les mêmes trends et dans la même tendance que le passé. Mais ce sont les aléas et ce sont disons, les prix à payer pour avoir une prévision. Donc, pour faire de la prévision, on fait des hypothèses. Et parmi les hypothèses, et notamment les hypothèses disons, les moins intéressantes scientifiquement parlant, eh bien, c'est cette question de linéarité. Bon, mais ça, on le sait. On sait où on va. Donc, nous connaissons les limites de la méthode, n'est-ce pas? Comme, en fait, les techniques de prévision que vous avez appris, les moindres carrés généralisés, ce qu'on appelle les GLS, General Least Square, donc les moindres carrés généralisés, qui tracent des trends
à partir des éléments statistiques du passé. Très bien. Bon, ça, c'est, disons, le petit reproche qu'on peut faire à cette méthode. Mais je préfère avoir une méthode qui est entachée d'un certain nombre de, disons, de biais, de reproches, plutôt que de n'avoir aucune méthode, aucune prévision du tout. Si on va à l'aveugle dans l'entreprise, c'est un vrai problème, parce qu'à ce moment-là, on est voué à prendre toutes les mauvaises décisions. Bien. Continuons un peu plus dans la perspective de compréhension de ce concept. Le besoin en fonds de roulement, nous avons le besoin en fonds de roulement global, je reviendrai justement à cette notion qu'on va développer un tout petit peu et de continuer tranquillement vers le besoin en fonds de roulement normatif. Donc, le besoin en fonds de roulement, on le sait, BFG, besoin de financement global, eh bien, le besoin en fonds de roulement est le nom générique du besoin de financement global. Le plan comptable marocain appelle ce besoin un BFG, un besoin de financement global. Donc, un besoin de financement global et disons, le nom générique le nom générique de ce besoin, c'est le besoin de financement global, c'est le besoin en fonds de roulement qu'on peut trouver dans la littérature financière, dans les bouquins de gestion financière. Alors, le besoin de financement global, lui-même, et on va faire appel à des éléments que vous avez appris un tout petit peu en comptabilité analytique. On peut faire le parallélisme. Donc, on pourrait calculer deux types de besoins en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation, qui ne prend que les éléments liés directement à l'exploitation au sens le plus strict du terme. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et même dans la prévision, d'ailleurs, ce sont ces éléments-là qui sont les plus aptes à nous indiquer le chemin vers la prévision. Donc, le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation. Alors, cette définition exige de nous d'avoir une connaissance préalable des éléments qui sont d'exploitation dans l'actif circulant. De même, dans le passif circulant. Donc, quels sont les éléments qui relèvent de l'exploitation au sens strict et quels sont les éléments qu'on pourrait classer en dehors de l'exploitation? Ah, ça, c'est un élément un peu difficile. Alors, vous avez vu d'ailleurs en comptabilité analytique, pour avoir le parallélisme, que le plan comptable n'a pas prévu de nous indiquer les éléments qui sont en dehors de l'exploitation. Bien. Alors, finalement, qui va le faire? Qui va le faire? C'est le financier lui-même. C'est-à-dire, c'est l'entreprise elle-même qui pourrait définir dans l'actif circulant les éléments. C'est une question de définition et donc c'est une question aussi de précision pour dire quels sont ces éléments-là qu'on exclut, les éléments qu'on exclut du champ de l'exploitation et qu'on intègre dans le hors exploitation. Bien. Bon, après, on affine. Donc, moi, c'est comme en comptabilité analytique, la question c'est se poser par les étudiants de savoir quelle est la meilleure méthode de calcul du coût. C'est celle que vous aurez choisie. Parce qu'il n'y a pas aucune méthode qui est meilleure que d'autres. Bon, mais quand on choisit une méthode, c'est qu'on la choisit pas impunément, je veux dire, entre guillemets impunément. Donc, on l'a choisie parce qu'on a une idée derrière, une pensée, comme quoi c'est la meilleure méthode qui pourrait nous rendre compte du coût dans l'entreprise. Mais en fait, elle est la meilleure et la pire. Elle est la pire, disons, au début. Mais elle est la meilleure après. Pourquoi? Parce qu'au chemin faisant, on l'améliore. On apprend de la méthode de calcul et on trouve à ce moment-là les améliorations à apporter et ainsi de suite. Et on l'améliore au fur et à mesure. J'en parle parce qu'en réalité, finalement, par rapport aux besoins en fonds de roulement d'exploitation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va exclure un certain nombre d'éléments de ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation pure,
n'est-ce pas, qui est en lien direct avec l'exploitation. Et puis après, on affine un peu en disant, bah, finalement, on a eu tort de prendre cet élément ou pas, et ainsi de suite. Bon, donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation, qui est l'élément principal sur lequel on peut se baser pour faire la prévision. Et puis, le besoin en fonds de roulement hors exploitation, donc le besoin en fonds de roulement hors exploitation, qui est l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. Bon, on revient à la définition générique de départ, c'est-à-dire quel est l'actif circulant moins passif circulant. Mais cette fois, on ne travaille que sur les éléments soit d'exploitation au sens strict, soit des éléments hors exploitation. Les éléments hors exploitation sont des éléments qui ne sont pas prévisibles parce que, bon, ils sont intermittents, ils arrivent au coup par coup et il n'est pas certain de constituer les éléments fondamentaux et continus pour la réalisation ou pour l'existence d'un besoin de financement particulier. En fait, si vous voulez, on peut faire un autre parallélisme avec ce qu'on appelle dans le CPC, ce qu'on appelle les produits non courants et les charges non courantes. Ce sont des éléments qui sont non courants, c'est-à-dire qu'ils sont exceptionnels, et à partir de là, obligatoirement, eh bien, nous ne pouvons pas du tout compter sur ces éléments qui sont volatiles, pour constituer notre résultat net, notre bénéfice. Donc, le bénéfice net de l'entreprise, eh bien, est basé sur les éléments de l'exploitation pure. C'est l'élément principal. Les éléments financiers sont des accompagnateurs, bien sûr, forcément. Bien. Donc, lorsque nous réfléchissons aux besoins de financement global, n'est-ce pas, eh bien, on pourrait composer le bilan de la manière suivante. Donc, on va faire des rubriques: actifs immobilisés, actifs circulants d'exploitation, actifs circulants hors exploitation, trésorerie actif, et de l'autre côté, financement permanent, passif circulant d'exploitation, passif circulant hors exploitation et trésorerie passif. Comme ça, on fait un découpage un peu particulier, un peu fin, un découpage très très fin pour montrer les éléments directement liés à l'activité, les éléments qui sont indirectement liés à l'exploitation, mais qui ne constituent pas l'essentiel. D'accord ? Bien. Voici quelques précisions concernant le besoin en fonds de roulement de manière globale, n'est-ce pas, BFG, et qu'il soit BFG, qu'il soit besoin en fonds de roulement normatif. Bien. Alors, quelles sont les bases de la prévision du besoin en fonds de roulement normatif? Alors, tout d'abord, il faut réfléchir, et nous restons un peu, nous utilisons la technique un peu de la comptabilité analytique telle que je viens de la décrire. Tant mieux, elle va nous accompagner un tout petit peu. L'essentiel des besoins, des besoins en fonds de roulement dans l'entreprise, l'essentiel est constitué de charges variables. L'essentiel. Alors, bon, on a les matières premières, on a les salaires, les arriérés de salaire des ouvriers, parce que nous sommes quand même dans le bilan, hein. Donc les dettes relatives à quelques salariés, quelques éléments d'impôt et ainsi de suite. Bon, aussi des charges telles que les charges externes et autres. D'accord? Bien. Alors, pour l'essentiel, ces charges sont des charges variables. La location, on a la location, et ainsi de suite. Quelques éléments sont fixes. Alors, je viens de le dire. Quelques éléments, et vous l'avez repéré d'ailleurs, quand je le disais. Donc, il y a des éléments qui sont fixes. Mais l'essentiel des charges qui constituent les besoins en fonds de roulement sont des charges variables. Bien. Les matières premières, n'oublions pas. Ce sont des éléments, les heures de travail, ce sont des éléments qui ont un lien direct avec l'activité, le niveau de l'activité ou le niveau du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un premier constat, mais il est très important dans cette technique de prévision, qu'on appelle d'ailleurs la technique des experts comptables.
Donc, la particularité de ces charges ou des charges variables de manière générale, c'est qu'elles varient en fonction de la variation de l'activité. Si vous vous rappelez, au semestre, si vous vous rappelez au semestre 4, au semestre 4, nous avons parlé si vous vous rappelez, des différentes autres charges externes. Hein. Si vous vous rappelez, on avait dit qu'elles se composaient pour l'essentiel de charges variables et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près le même raisonnement qu'on tient aujourd'hui. Donc, les charges donc variables varient en fonction de l'activité. De la même manière, l'autre idée, c'est que ces charges variables sont supposées dans cette technique de prévision, elles sont supposées proportionnelles. Elles sont supposées proportionnelles. Donc, d'ailleurs, si elles sont proportionnelles, c'est tant mieux pour l'entreprise, parce qu'au moins, elle maintient sa rentabilité d'exploitation. Bon, ça veut dire que si pour fabriquer 100, on a besoin de 60 de charge, donc le rapport, disons, le coefficient technique, le coefficient technique lié à cette activité est de 60 sur 100, 0,6. Bien. Si je double la production, je double la production de 100 à 200, donc j'aurai des charges qui doubleront également. Donc j'aurai 120 sur 200. 120 sur 200, c'est la même chose, c'est toujours 0,6. Donc nous aurons un rapport constant entre le chiffre d'affaires, entre les charges et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le niveau d'activité. Le niveau d'activité étant, disons, évalué ou il est estimé être le chiffre d'affaires, l'élément le plus apte à nous donner donc le niveau de l'activité de l'entreprise. Bien. Ce qui fait, alors si cette variation se fait de manière proportionnelle, on vient de dire que nous arrivons à un rapport entre charge et chiffre d'affaires qui donne toujours une constante, la même valeur dans le temps. Bon, c'est facile, je viens de vous en donner un exemple. Bien. Alors, si ces charges rapportées au chiffre d'affaires hors taxe me donnent une valeur constante, ben ces charges, finalement, qu'est-ce qu'elles sont? Ben, elles sont exprimées par ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, le BFR ou le BFG. Donc, vous pouvez en même temps noter que le rapport ou le ratio BFG, BFR, donc c'est la même chose, hein, besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires hors taxe, est toujours une constante. Une constante. Parce que justement, on a intégré cette notion de proportionnalité dans l'évolution des charges. Donc, lorsque les charges évoluent de manière proportionnelle au chiffre d'affaires, le rapport charge totale sur chiffre d'affaires ou besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires nous donne une constante. Ben justement, c'est ce que nous cherchions. Nous cherchions, dans le besoin en fonds de roulement normatif, à trouver une norme. Ben, elle a l'air d'être trouvée. La norme qui est l'élément principal de la prévision dans cette méthode de BFR normatif, c'est bien celle-là. Voici donc une norme qui va nous permettre d'avancer dans la prévision. Donc ça, cette constatation, n'est-ce pas, ou cette hypothèse de départ est un élément fondamental de l'évolution de notre prévision. Bien, alors ça c'est le premier élément. Mais nous allons traverser un certain nombre de chemins un peu qui sont utilisés par la méthode pour pouvoir arriver à notre technique. Bien. D'un autre côté, on peut, alors le besoin en fonds de roulement lui-même, bon, on le sait, on le calcule d'une certaine manière et il nous donne une valeur, n'est-ce pas? Il peut nous donner une valeur. Mais de même, on peut l'évaluer d'une autre manière.
Rappelez-vous, dans le S4, nous avions parlé du fonds de roulement, d'ailleurs, qu'on pouvait exprimer en nombre de jours de chiffre d'affaires. Rappelez-vous que, par exemple, on peut calculer la distance entre le lieu où je me trouve et le fond de la salle. On peut le calculer de différentes manières. Je peux le calculer en temps. Quel est le temps, en marchant pas à pas, nécessaire pour arriver là-bas? Alors, je vous dirais, par exemple, 20 secondes, 30 secondes. On peut calculer aussi la distance en termes de mètres ou en termes de carreaux qu'il y a dans le parterre. Alors ici, nous allons calculer notre besoin en fonds de roulement en nombre de jours de chiffre d'affaires. Ça constitue combien de jours de chiffre d'affaires? Alors cette notion aussi est importante dans la technique de prévision que nous allons utiliser. Donc si je veux exprimer, comme on l'avait fait pour le fonds de roulement, si vous vous rappelez bien, donc le besoin en fonds de roulement exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires, je vais prendre mon besoin en fonds de roulement que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe. Ça rappelle le ratio qu'on a eu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et que je multiplie par 360 jours de l'année. Donc, il va me dire que le besoin en fonds de roulement est égal à tant de jours de chiffre d'affaires. C'est facile à comprendre. Nous avons donc un chiffre d'affaires que nous réalisons. Supposons, alors un petit exemple, supposons nous avons un chiffre d'affaires égal à 12 000. D'accord? 12 000. 12 000. Nous travaillons sur l'année, sur les 12 mois, et nous voulons savoir quel est le nombre de mois de chiffre d'affaires, n'est-ce pas, mensuel. Bon, il suffit simplement de diviser par 12. Donc, nous avons 12 mois et 12 000, donc nous avons 1000 dirhams, ou 1000 unités en millions de dirhams, peu importe, donc par mois. Bien. Alors, si je veux l'exprimer en jours, ben, je peux le diviser en 360. Et je vais voir quel est le nombre à partir du moment où je connais le nombre de jours de chiffre d'affaires, ben, je peux extrapoler la valeur du besoin en fonds de roulement. Bien. Donc, ça, c'est un élément facile à comprendre, donc il permet d'exprimer une grandeur avec des critères différents. Alors nous avons choisi, dans cette méthode, pour continuer le cheminement vers ce qu'on veut atteindre, eh bien on peut à ce moment-là calculer notre besoin en fonds de roulement simplement au jour du chiffre d'affaires. Par exemple, on a, disons, notre besoin en fonds de roulement, on a constaté que le besoin en fonds de roulement dont on a besoin constitue toujours, l'année dernière, il a constitué 3 mois de chiffre d'affaires, l'année d'avant, il a constitué 3 mois de chiffre d'affaires, bah, c'est bien. Comme ça, on sait, si on a le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année prochaine, on va dire que la norme, c'est 3 mois de chiffre d'affaires, et donc je n'ai qu'à calculer le 3 mois de chiffre d'affaires, c'est égal à combien? Bah, il suffit simplement de prendre notre chiffre d'affaires annuel et diviser par 12 et de multiplier par 3, et j'ai mon besoin en fonds de roulement prévisionnel. Bon, là aussi, j'avance dans la technique de prévision et vous voyez un peu comment on fait. Alors, dans le développement un peu de la méthode, on pourrait à ce moment-là, finalement, puisque j'ai le besoin en fonds de roulement, que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe et que je multiplie par 360. Mais je peux aussi le besoin en fonds de roulement, je sais que c'est l'actif circulant moins passif circulant. Mais je peux par exemple calculer les éléments de l'actif circulant par rapport au chiffre d'affaires hors taxe fois 360 et les éléments du passif circulant sur chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 360. Bien. Je peux le faire globalement, mais je peux aussi le faire de manière détaillée. Donc je vais prendre tous les éléments qui constituent le besoin de financement global ou le besoin en fonds de roulement, et je vais les exprimer en nombre de jours de chiffre d'affaires. Bon, alors, les éléments, disons, les plus saillants, pas les plus importants, parce que tout est important finalement dans l'actif circulant, passif circulant, ou de manière générale dans le bilan. Donc, les éléments saillants dans l'actif circulant et passif circulant, c'est le client et le fournisseur. D'accord? Ben, ces deux éléments, finalement, je peux les exprimer au nombre de jours de chiffre d'affaires.
Donc, j'aurai alors pour le client, par exemple, le ratio client sur chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 360. J'espère que vous notez. Notez, de toute façon, vous aurez le cours hein, après. Donc, je peux faire pour le client. Bah, si je le fais pour le fournisseur, alors faites-le hein, en exercice pour le fournisseur. Donc, le fournisseur exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe, eh bien, j'aurai fournisseur. Alors, vous êtes en train de le faire, vous l'avez fait. Donc, je divise par le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 360. D'accord? Donc, on peut faire ça pour chaque élément de l'actif circulant et pour chaque élément du passif circulant. C'est tout à fait faisable. C'est facile. Bien. Je divise par le chiffre d'affaires hors taxe et je multiplie par 360 et j'aurai pour chaque élément son équivalent en nombre de jours chiffre d'affaires. Bien. Mais finalement, allez, généralisons. Donc, je vais généraliser. On va faire une généralisation. Alors, si je généralise, j'ai dit que je prenais les éléments de l'actif circulant et du passif circulant. Ce sont des postes, en réalité, ce sont des postes de bilan. Donc, si je réalise, je vais dire, finalement, ces éléments-là sont des postes du bilan. Des postes du bilan. Donc, l'idée, c'est de prendre le poste du bilan, un poste quelconque, que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe et que je multiplie par 360. Donc, reprenons le chemin hein, pour que vous continuiez à suivre ce qu'on est en train de faire. On est parti de l'idée qu'il y a un rapport constant entre les charges, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, et le chiffre d'affaires hors taxe. Ensuite, on s'est dit, ben, il est tout à fait intéressant d'exprimer le besoin en fonds de roulement en nombre de jours de chiffre d'affaires. Et puis finalement, je peux exprimer tout l'actif circulant et le passif circulant en nombre de jours de chiffre d'affaires. Ou bien toutes ces composantes, je peux prendre les composantes de l'actif et du passif, comme le fournisseur et le client, et je peux les exprimer en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe, en divisant chaque élément par chiffre d'affaires hors taxe et en multipliant par 360 jours financiers. L'année financière fait 360, contrairement à l'année civile qui fait 365. Donc en finance, on utilise 360. Alors, vous l'avez fait d'ailleurs en mathématiques financières et en toutes les matières liées à la finance. Très bien. Donc nous avons finalement abouti à une généralisation qui permet alors de prendre n'importe quel poste du bilan, donc poste du bilan, et que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe, que je divise par le chiffre d'affaires hors taxe et que je multiplie par 360. Bien. D'accord? Bon. Très bien. Donc, on a le poste du bilan. Très bien. Donc, on en est arrivé là à cette généralisation. Très bien. Maintenant, nous allons accepter une manière de faire les choses. Donc, nous allons prendre ce dernier élément auquel on a abouti, le chiffre d'affaires poste du bilan divisé par chiffre d'affaires hors taxe, fois 360. Nous allons maintenant, alors en mathématiques, on sait qu'un ratio, on peut le multiplier et le diviser par la même valeur, et comme ça, il reste le même, il ne change pas. On va diviser et multiplier. Donc, on va prendre ce ratio qu'on va n'est-ce pas, requalifier en le divisant, en intégrant, en le multipliant par un ratio qui est, par exemple, A sur A. Bon, ça donne la même chose, en le multipliant par A sur A. Alors, on va le reprendre et on va le diviser, on va intégrer un ratio A sur A.
ou B sur B, ou P sur P. Bon. En réalité, je vous demande d'accepter pour l'instant une valeur qu'on appellera PCC. Une valeur qu'on appellera PCC. Bon. En fait, ce n'est pas n'importe quelle valeur, mais ce n'est pas grave. Dans la technique de prévision, nous allons intégrer cette valeur et après, on va expliquer ce qu'elle est. Bien. Donc, on en était arrivé au ratio, n'est-ce pas? Poste du bilan sur chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 360. Nous allons diviser et multiplier par la même valeur PCC. Donc, on aboutit à quoi? On aboutit à poste du bilan divisé par cette valeur un peu PCC, multiplié par 360, multiplié par PCC sur chiffre d'affaires hors taxe. Chiffre d'affaires hors taxe. Bien. En fait, si on enlève les éléments du dénominateur et du numérateur PCC, on retrouve notre ratio de départ, notre notion de départ. D'accord? Très bien. Bon. Continuons un peu alors, justement, le poste du bilan sur PCC fois 360 est appelé dans cette technique temps d'écoulement. Le temps d'écoulement. Temps d'écoulement. Et la dernière partie donc, de ce ratio, PCC sur chiffre d'affaires hors taxe, c'est un coefficient de pondération. Coefficient de pondération. Bien. D'accord? Donc, on va prendre chaque élément et on va dire ce que c'est. Vous allez bien comprendre un peu de quoi il s'agit. Bien. Très bien. Donc, prenons... alors, je vais passer à un autre document. Donc, prenons tout d'abord ce qu'on a appelé le temps d'écoulement. Le temps d'écoulement. Le temps d'écoulement constitue, en fait, je vais le définir juste un tout petit peu de manière sommaire et je reviendrai dessus après. Le temps d'écoulement, par exemple, c'est, alors pour un élément, alors si l'élément du poste du bilan est un actif circulant, on dira alors que le temps d'écoulement représente le temps moyen de détention de cet élément-là, c'est-à-dire d'un emploi. Donc, c'est le temps moyen de détention d'un actif circulant, c'est-à-dire d'un emploi. Et si c'est un élément de passif, on dira c'est le temps moyen, donc c'est une durée, c'est le temps moyen de mise à disposition d'une ressource. Donc, le temps moyen de mise à disposition d'une ressource. Alors, on a mis à notre disposition une ressource pendant une durée moyenne de quelques jours, de jours de chiffre d'affaires, bien sûr. D'accord? Bon, je laisse alors, j'avance un tout petit peu sur un autre élément qui va nous permettre de comprendre, disons, des choses. Alors, justement, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce PCC? Alors, ce PCC, c'est ce qu'on va appeler, alors vous mettez PCC égale, qu'est-ce que on va dire, comment le définir? C'est le poste du CPC correspondant. C'est le poste du CPC correspondant. Donc, PCC, poste du CPC correspondant. De quoi s'agit-il? En réalité, si nous regardons l'élément du CPC, il est généralement, disons, il est généralement lié à un autre élément qu'il a créé dans le bilan ou ailleurs. Bien.
Donc, je vais prendre quelques exemples, ça nous permet de mieux comprendre. Bien. Pour chaque élément du poste du bilan, il y a un élément du CPC qui est correspondant. C'est, si vous voulez, il y a une symétrie entre les deux. D'accord? Donc, le poste du client, qu'est-ce qui génère la créance client? Ce qui génère le client, c'est le fait d'avoir vendu à un moment donné. Et le fait d'avoir vendu, TTC bien sûr, tel qu'on l'a fait réellement. Donc le client, donc le poste correspondant dans le CPC au client, qui est le poste du bilan, c'est le chiffre d'affaires TTC. Donc vous pouvez mettre éléments du bilan. Alors, éléments du bilan, donc j'ai ici les éléments du bilan et j'ai le poste du CPC correspondant. Donc c'est l'élément qu'il a généré. Donc pour le client, c'est bien le chiffre d'affaires TTC. Le chiffre d'affaires TTC. D'ailleurs, les seuls éléments qui sont TTC ce sont les clients et le fournisseur. Donc le compte client, il est généré par le chiffre d'affaires. Bon, on va dire les éléments simples et après, vous allez voir que, en fait, c'est à peu près évident. Maintenant, le fournisseur, quel est l'élément générateur dans le CPC? Quel est l'élément générateur du fournisseur? Suite à quoi nous avons un crédit fournisseur? Ben, l'élément générateur, c'est le fait d'avoir acheté. Donc, c'est l'achat TTC. Donc, achat TTC correspond, n'est-ce pas, au compte fournisseur. La vente, le chiffre d'affaires TTC, la vente TTC, ben, c'est ce qui génère le client. Bon. Par exemple, stock de marchandises, ce qui la génère, c'est l'achat revendu de marchandises. C'est le poste qui lui correspond. Donc, stock de marchandises, achat revendu de marchandises. Le stock de matières et fournitures, c'est l'achat consommé de matières et fournitures. D'accord? Bien. Alors, le stock de produits finis, ce qui la génère, c'est l'élément lié, c'est la vente de biens et services produits au coût de production, si jamais on peut. Bien. Qu'est-ce qui génère les dettes sociales, par exemple? Les dettes sociales, les dettes de sécurité sociale, ce qu'on a normalement dans le bilan, au passif. On a organismes sociaux, dettes sociales. Donc, les dettes sociales, on les paie à quelle occasion? Bah, à l'occasion des charges de personnel. Donc, les charges de personnel. Qu'est-ce qui génère la TVA? Soit à payer, soit à récupérer. C'est le chiffre d'affaires pour la TVA, n'est-ce pas, récupérée, n'est-ce pas? Et puis les achats pour la TVA sur les achats. D'accord? C'est TVA à récupérer. Le chiffre d'affaires, c'est donc la TVA à verser à l'État. D'accord? Donc, alors ça, c'est un élément intéressant parce que c'est une gymnastique, bien sûr, à laquelle on n'avait pas pensé au départ. On n'avait pas pensé au départ que pour chaque élément de CPC, il y a un élément, pour chaque élément du bilan, il y a un élément générateur. Ben, c'est normal, c'est celui qu'on avait écrit même comptablement d'ailleurs. Donc, quand j'écris vente de marchandises à crédit, voilà. Donc, vous liez la vente, n'est-ce pas? C'est, même dans la comptabilité générale, on le fait, mais on n'y pense pas tellement. On pense simplement à écrire les éléments, mais on ne pense pas au fait générateur. Un peu, quel est l'élément qui génère le poste dans le bilan à partir de l'écriture comptable? Ça vous facilite la chose, les techniques de l'écriture comptable, parce qu'il permet à ce moment-là de les calculer. Très bien. Bon, donc nous nous retrouvons, n'est-ce pas, avec deux éléments, ce qu'on appelle le temps d'écoulement et le coefficient de pondération. Bien. Donc le temps d'écoulement, on a dit du temps d'écoulement que c'était le temps
nécessaire pour détenir un élément d'emploi, un élément donné. D'accord? Le temps nécessaire pour détention d'un élément d'emploi, un élément d'actif. Par exemple, je prends le client chiffre d'affaires TTC multiplié par 360, ça me donne le temps d'écoulement. Alors, je pourrais trouver par exemple 45 jours. 45 jours, je veux dire que le client me donne un temps donné avant que la créance ne s'éteigne d'à peu près 45 jours. Voilà. Et ça pèse sur l'importance du fonds de roulement. Alors, selon que ce délai est plus ou moins petit, n'est-ce pas, ça pèse. Alors, si le délai est court, pour le client, tant mieux, parce que ça, quand il sera terminé, eh bien, j'aurai mon argent. Pour le fournisseur, ça pèserait tant de jours d'achat, n'est-ce pas? Donc, plus la durée est longue, mieux c'est pour nous. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on dispose d'une mise à disposition d'une ressource dans un délai donné. Alors, long si la durée trouvée est longue, petite ou courte si jamais le montant est relativement réduit. Alors, ces éléments-là, c'est le temps d'écoulement, c'est un élément sur lequel l'entreprise va agir grâce à la négociation et tout pour modifier l'importance du besoin de financement. Donc, plus ces éléments-là peuvent normalement être mis à contribution en faveur de l'entreprise, plus l'entreprise aura une pression disons, moins forte sur la trésorerie et donc sera un peu plus à l'aise pour gérer au mieux les autres éléments. Bien. Alors, juste quelques éléments, disons, sur lesquels on a parlé, mais aussi des éléments donnés. Alors, prenons quelques exemples de temps d'écoulement. Alors, je reviendrai justement à des éléments qu'on connaît. Alors, alors c'est à vous de le faire. Donc, le temps d'écoulement du client. Donc, nous allons commencer par ces deux éléments-là. Donc, le temps d'écoulement du client et ensuite, on va donner quelques éléments particuliers. Alors, temps d'écoulement client. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, c'est client, c'est-à-dire la créance, l'encours client, c'est-à-dire la partie des créances qui est toujours en cours, n'est-ce pas, que je trouve dans l'actif du bilan. Donc, client, donc c'est l'encours client sur chiffre d'affaires TTC, parce que c'est l'élément du CTC qu'il a généré, multiplié par 360. D'accord? On vient de le dire, mais tant mieux que vous le fassiez à la fois en exercice et quand même, et ça vous rappelle, disons, la manière de le faire. Temps d'écoulement client, encours client, c'est-à-dire créance client sur chiffre d'affaires TTC fois 360. Allez, temps d'écoulement, ce qu'on appelle le temps d'écoulement fournisseur. Temps d'écoulement fournisseur. Alors, qu'est-ce qui génère le fournisseur, le crédit fournisseur du bilan, dans le passif du bilan, hein, dans le CPC? C'est le fait d'avoir acheté TTC. Voilà. Donc, le temps d'écoulement fournisseur sera encours client ou dette fournisseur divisé par achat TTC multiplié par 360. Donc ça nous donne... Bon. Alors, continuons encore. Alors, on va prendre un élément... oui. Alors, on a dit achat de marchandises. C'est le stock moyen de marchandises, sur achat revendu de marchandises fois 360. Alors, le stock moyen de marchandises, c'est, vous le calculez, vous savez le calculer, c'est stock initial plus stock final sur 2. D'accord? Donc, de marchandises, stock moyen de marchandises, puisque forcément, il va falloir aussi voir les... Alors, si on n'a pas
les données sur le stock. Bon, aussi, quand même, si on a un bilan, on a déjà le stock de l'année dernière et le stock de cette année. Donc, on pourra toujours calculer le stock moyen, hein, le stock initial. Le stock initial de cette année, c'est le stock final de l'année dernière. Donc, je prends le stock final de l'année N-1 et le stock de l'année N et je divise par 2 et je trouve mon stock moyen. Voilà. Bon. Je peux affiner le calcul plus tard, hein, quand on a plus de données. Nous n'avons que le bilan, hein, donc, et le CPC. Alors, à partir de ces deux éléments, on essaie donc de faire ça, mais lorsqu'on a toute la comptabilité entre les mains avec les annexes, là, on peut disons, se permettre de développer un peu plus la technique. Bien. Revenons donc à cette notion donc de temps d'écoulement. Je vais quand même essayer de récapituler, n'est-ce pas, les éléments dont on a parlé. Très bien. Je fais un petit rappel qui vous fixera les idées. Nous sommes partis de la généralisation de cette idée de besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires hors taxe qui permet de calculer, fois 360, qui permet de nous calculer le besoin, d'exprimer le besoin en fonds de roulement en nombre de jours de chiffre d'affaires. On s'est dit, pourquoi ne pas le faire à la fois pour l'actif circulant et pour le passif circulant? Et pourquoi ne pas le faire également pour chaque élément de l'actif et du passif circulant? Donc, on peut prendre n'importe quel élément de l'actif, en fait, tous les uns après les autres, et on peut calculer une durée, un temps d'écoulement, une durée moyenne de mise à notre disposition de cet emploi. Bon, le client nous donne un stock, nous finance un stock pour une durée moyenne donnée. C'est le temps d'écoulement. Bon, le temps d'écoulement, c'est le temps qui nous est nécessaire pour épuiser cet emploi, cette utilisation. Très bien. Donc, le client, c'est le temps moyen, n'est-ce pas, de disposition d'une créance pour nous. Alors, ça, c'est un avantage qu'on donne aux autres, n'est-ce pas, en rapport avec le chiffre d'affaires TTC. Bien. Donc, ça, c'est le temps d'écoulement. Alors, le temps d'écoulement, justement, c'est quoi? C'est qu'on a pris donc ce ratio généralisé du poste du bilan sur chiffre d'affaires hors taxe et on a multiplié et divisé par la notion de PCC, c'est-à-dire le poste du CPC correspondant, c'est-à-dire l'élément générateur dans le CPC. Et on a trouvé que pour chaque élément, bon, il y a quelque chose qui les génère. Alors, le client est généré par le chiffre d'affaires de taxe TC, le fournisseur est généré par les achats, n'est-ce pas? Le stock de marchandises est généré par les achats de marchandises, et ainsi de suite. Les charges sociales sont générées par les charges du personnel, la TVA est générée par l'achat ou par la vente, et ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, alors quand on a état TVA à payer, donc je sais qu'elle est liée au fait d'avoir acheté ou d'avoir vendu, et je peux calculer cela, n'est-ce pas, et retrouver ce qu'on vient d'appeler le temps d'écoulement. Bien. Alors, maintenant, finalement, au départ, c'est vrai qu'on a lié les éléments au chiffre d'affaires hors taxe. Bien. Tous les éléments, on est parti sur l'idée de dire que le besoin en fonds de roulement est fonction où il évolue de manière proportionnelle au chiffre d'affaires hors taxe et qui donnait une valeur constante dans l'évolution. Après, on en est venu à développer cette idée et à arriver à ce qu'on a appelé un temps d'écoulement, c'est-à-dire que chaque élément est lié à l'élément générateur dans le CPC. Finalement, on se retrouve avec des éléments du bilan qui sont mis en lien avec des valeurs hétérogènes. Donc, ces différences intègrent une hétérogénéité dans nos calculs, n'est-ce pas? Notamment pour la première partie de ce ratio. Bien. Donc, nous avons, je ne vais pas le répéter, mais en réalité, vous avez chaque élément dont on vient de parler, chaque élément de l'actif ou du passif circulant en lien avec un élément différent. Oui, c'est l'élément qu'il a généré. Bien. Alors, finalement,
il y a, il y a comme un besoin de remettre les choses un petit peu, à peu près à leur place. C'est-à-dire qu'il va falloir pondérer ces éléments-là pour atténuer les différences de l'hétérogénéité. Bien. Bon, on fait ça dans les prévisions et dans les utilisations des modèles, des modèles économétriques. Donc, on arrive quelquefois aussi à redire, bah tiens, mais il va falloir, nous avons fait des calculs hétérogènes et on se retrouve avec des éléments disparates. Pour avoir le lien entre eux, comment faire? Ben justement, ces éléments sont tellement différents, il va falloir les rapprocher par quelque chose. Ben, on les rapproche, puisqu'on est en train de parler de l'activité et des charges, et donc du besoin en fonds de roulement, eh bien, on va les relier à l'activité. Donc, on va trouver le coefficient de pondération qui va permettre d'atténuer cette diversité. Et le coefficient de pondération choisi, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, d'où le ratio suivant, la partie du ratio qui suit, c'est le poste du CPC correspondant sur chiffre d'affaires hors taxe. Alors, comme ça, on va se permettre alors de faire, disons, un rapprochement cette fois, alors qu'on s'est éloigné, on s'est un peu éloigné des techniques de prévision, on va se rapprocher un peu de la réalité en ramenant les éléments à leur plus juste ou plus favorable dimension. Donc, en appliquant un coefficient de pondération. Donc, le coefficient de pondération choisi, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Très bien. Alors, et après, en réalité, on en arrive à la fin. Alors, on va se retrouver avec, on va construire un petit tableau, n'est-ce pas? Un tableau dans lequel on aura les éléments du BFR, les éléments du BFR. Donc, on va les libeller. Donc, dans une première colonne, on va prendre, par exemple, les éléments qui constituent. Alors, une fois qu'on a fait ce travail déjà, alors, ce qu'il va falloir faire auparavant, c'est que on va prendre l'ensemble des éléments constitutifs de l'actif et on va les exprimer en temps d'écoulement et en coefficient de pondération. Donc, on aura on va construire un tableau dans lequel on va mettre les différents éléments. Tout d'abord de l'actif. Donc, on va voir un peu le client et ainsi de suite, et les éléments. Et ensuite, on va mettre les éléments du passif. D'accord? Donc, dans la première colonne, j'ai les éléments de l'actif. Alors, je les prends tels que je les ai dans l'application ou dans le bilan à partir duquel je veux faire ma prévision. Et je prends après les éléments du passif. Bien. Donc, je mets leur libellé ici, par exemple, client. Alors, je prends les plus saillants, hein, les éléments client. Client. Je prends, allez, le stock, client, dans l'actif circulant, et dans le passif, j'ai le fournisseur. Donc, je suppose, c'est un exemple, hein, donc je vais prendre uniquement ces deux éléments. Après, je calculerai le total, je reviendrai à cela. Ça, c'est la première colonne. Je vais prendre 4 colonnes. Alors, dans la première colonne, donc je vais me retrouver avec 4 colonnes, n'est-ce pas? Je disais que dans la première colonne, après ces éléments de BFR, donc en tout, je me retrouve avec 5 colonnes. Donc, dans la première colonne, j'ai les éléments du BFR, je viens de la construire, je pense que vous l'avez fait en même temps que moi, mais vous allez la trouver sur la plateforme. Donc, j'ai le TE, le temps d'écoulement, c'est sur la première colonne. Donc, je vais calculer pour chaque élément, je vais calculer le temps d'écoulement. Ensuite, je vais calculer le C petit p, c'est-à-dire le coefficient de pondération. Je calcule le coefficient de pondération pour chaque élément. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, revenons à notre formule. Notre formule nous disait
c'est temps d'écoulement, c'est-à-dire temps d'écoulement, c'est-à-dire poste du bilan donné n'importe lequel sur ce tableau sur PCC, multiplié par 360, multiplié par PCC sur chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire temps d'écoulement multiplié par coefficient de pondération. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, je vais mettre dans ma première colonne mes emplois, c'est-à-dire l'actif circulant, et sur ma deuxième colonne, enfin ma quatrième colonne, les ressources, c'est-à-dire mon passif circulant. Bon, je récapitule. Je construis un petit tableau récapitulatif qui va me donner sur la première colonne les éléments du bilan. Alors, pour une meilleure visibilité, je vais d'abord prévoir les éléments de l'actif et ensuite les éléments du passif. Et puis, je les mets les uns après les autres. Ensuite, je fais une colonne de temps d'écoulement, une colonne de coefficient de pondération, et ensuite, deux colonnes, les emplois, c'est-à-dire l'actif circulant et le passif circulant. Alors, dans cet exemple, je vais prendre un petit exemple simple, n'est-ce pas, où vous avez les données. Alors, bien sûr, il faut les calculer, mais je suppose que ça a été fait. Alors, j'ai un stock, son temps d'écoulement est égal à 55,05 jours. Rappelons-nous, nous sommes en train de calculer le temps d'écoulement, qui est un nombre de jours, n'est-ce pas, de cet élément-là. Bien. Qui est relié à l'élément générateur, c'est-à-dire le poste du CPC correspondant. Bien. Donc, pour le stock, j'ai trouvé 55,05. Pour le client, supposons, comme exemple, nous avons 59,5 jours. D'accord? Je suis sur la même colonne, sur TE, donc je mets les choses telles qu'elles viennent. Pour le fournisseur, supposons que j'ai 82 jours. J'ai 82 jours. Très bien. Je répète, donc pour le temps d'écoulement, j'ai le stock 55,05, j'ai le client 59,5 et j'ai le fournisseur 82. Bien. Alors chaque élément, maintenant, sera divisé par le chiffre d'affaires hors taxe pour obtenir ce qu'on appelle le coefficient de pondération. Donc pour le stock, j'ai 0,92. Pour le client, je vais avoir, alors pour le client, en réalité, j'ai toujours le même coefficient de pondération. Qu'est-ce que je fais? C'est client sur chiffre d'affaires, client sur chiffre d'affaires TTC. Client, n'est-ce pas? Non, c'est chiffre d'affaires TTC, PCC d'abord, sur client. Sur chiffre d'affaires PCC, pardon, PCC, donc le PCC, donc le client sur le chiffre d'affaires hors taxe. Client sur chiffre d'affaires hors taxe. Donc, client sur chiffre d'affaires hors taxe nous donne toujours 1,2. 1,2. D'accord? C'est-à-dire que la valeur hors taxe la valeur TTC sur la valeur hors taxe nous donne 1,2, obligé. Je continue sur le fournisseur et je trouve par exemple 1,14. Hein, ça, c'est un exemple. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans les deux éléments qui suivent, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai prévu l'actif et le passif. L'actif et le passif. Et donc, je vais calculer les éléments liés à l'actif et les éléments liés au passif. Alors, pour vous, il faut multiplier maintenant chaque élément et je les mets à leur place. Donc, je vais calculer maintenant les éléments de l'actif, c'est-à-dire pour le stock, je multiplie 55,02 par 5 fois 0,92 pour me donner l'élément stock dans l'actif. Et je fais la même chose pour le client. Pour le fournisseur, je le mets dans la partie passive, puisque j'ai en réalité prévu les deux parties du bilan, de l'actif circulant et le passif circulant. Bien. Je récapitule, je vais résumer, je vais reprendre le raisonnement pour vous permettre de vous remettre, n'est-ce pas,
les éléments et donc pour les suivre. Donc, dans ce tableau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les éléments de l'actif et du passif, les éléments du besoin en fonds de roulement ou du BFG, et j'ai préparé déjà une partie actif et une partie passif. Ensuite, j'ai pris tous les éléments de l'actif et tous les éléments du passif qui me concernent, n'est-ce pas, pour lesquels je suis en train de faire mon travail. Bon, ce sera soit l'exercice, soit la réalité plus tard. Alors, donc, je suis en train de prendre tous ces éléments-là et je prends le détail des éléments de l'actif. Alors, pour faciliter, nous avons pris les éléments saillants de l'actif circulant, le stock et le client. Et donc, supposons les données suivantes. Donc, 55,05 pour le temps d'écoulement, 59,05 pour le client, toujours dans le temps d'écoulement, et le fournisseur fait 82 jours. Pour les coefficients de pondération, j'ai 0,92, j'ai 1,2 pour le client et 1,14 pour le fournisseur. Alors, je vais multiplier et je vais écrire chaque valeur à sa place dans le tableau. C'est-à-dire, je prends, alors pour les éléments d'actifs, je les mets dans les emplois et pour les éléments de passifs, je les mets dans les ressources. Alors, en haut de tableau, donc dans l'actif, en face du stock, j'ai 55,02,05 multiplié par 0,92 égale, vous l'avez calculé, 50,65 jours. Et en face du client, j'ai 71,40 jours. Ce sont les éléments du bilan. Je peux, à la fin, calculer mon total. Alors, mon total actif circulant, emploi, stock plus client me fait 122,05 jours. 122 jours de chiffre d'affaires. Et dans les ressources, ben, je n'ai qu'une seule valeur, j'ai une valeur donc, que je multiplie par 1,14, j'ai 93,5 jours, 50, c'est-à-dire la moitié. Donc, ça me fait en total la même valeur, 93,5. Bon. Maintenant, j'ai récapitulé l'ensemble des éléments de mon besoin en fonds de roulement normatif et je me retrouve avec quelque chose que je connais déjà. Je vais revenir à la technique que je connais déjà, c'est-à-dire celle qui permet de calculer le besoin en fonds de roulement à partir du bilan. Ben, c'est quoi? C'est actif circulant moins passif circulant. Donc, je vais prendre mon besoin en fonds de roulement normatif, c'est simplement actif circulant moins passif circulant. Mais je ne vais plus travailler avec les éléments du bilan, mais avec les éléments que je viens de calculer, c'est-à-dire l'ensemble des éléments du temps d'écoulement et du coefficient de pondération, et je génère, n'est-ce pas, un actif et un passif, mais cette fois, non plus en valeur directe, mais en nombre de jours de chiffre d'affaires. Donc, mon besoin en fonds de roulement normatif sera de 122, c'est-à-dire actif circulant, exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires, moins 93 jours de chiffre d'affaires, n'est-ce pas, de passif, c'est-à-dire de dette. Et ça me donne, vous l'avez calculé, 28,55 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Bon, donc, en réalité, j'en suis arrivé à dire que, finalement, je prévois que pour l'année prochaine, normalement, mon besoin en fonds de roulement sera égal à peu près 28,55 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Bien. Bon alors, ben c'est facile. Qu'est-ce qui me reste? Ben, si je sais quel sera mon chiffre d'affaires prévisionnel, eh ben, je pourrais calculer mon besoin en fonds de roulement prévisionnel. Alors, exercice. Supposons par exemple que j'ai fait mes prévisions grâce à des méthodes statistiques et ainsi de suite, et je me dis, bah pour l'année prochaine, pour l'année N+1, je prévois un chiffre d'affaires égal à 30 millions de dirhams TTC. 30 millions de dirhams TTC, soit un chiffre d'affaires hors taxe égal à 25 millions
25 millions hors taxe. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Je veux savoir, mais c'est quoi la valeur de mon besoin en fonds de roulement normatif? Je vous laisse 1 minute pour le calculer. Quelle est la valeur de mon besoin en fonds de roulement normatif, sachant que j'ai 30, il constitue, ce besoin en fonds de roulement, 28,55 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Alors, 1 petite minute pour le faire. Alors, c'est relativement simple. J'ai mon chiffre d'affaires hors taxe. Je voudrais savoir quel est le chiffre d'affaires d'une journée. Le chiffre d'affaires d'une journée. Donc, je prends mes 25 millions de chiffre d'affaires que je divise par 360 et là, j'ai une journée de chiffre d'affaires. Et j'ai besoin de savoir combien constitue 28 jours,55. Ben, je multiplie alors par 28,55 jours et j'obtiens mon besoin en fonds de roulement normatif prévisionnel, n'est-ce pas, à partir de cette technique et à partir d'une prévision aussi de chiffre d'affaires. Alors, vous avez calculé, certainement. Vous allez retrouver cet exercice, cette application sur le cours dès ce soir ou dès demain, hein, parce que le temps que qu'on termine les choses ici à la fac. Donc, vous avez trouvé 1 982 638,89. D'accord? Bien. 89. Voici donc d'une manière succincte, n'est-ce pas? De manière succincte et quand même de manière schématique pour que vous puissiez comprendre un peu cette technique de prévision. Donc, rappelons-nous que la méthode du besoin en fonds de roulement normatif ou la méthode dite des experts comptables est une technique qui permet de faire la prévision du besoin en fonds de roulement de chiffre d'affaires. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, pour des entreprises qui se créent, c'est que elles entrent dans un secteur donné et elles peuvent avoir des informations du secteur. Alors, si, par exemple, nous disposions des informations sur le secteur, eh bien, on aurait une entreprise fictive qui serait la somme de toutes les entreprises du secteur, ou au moins les plus importantes. Et donc, on en ferait la moyenne du bilan, un bilan moyen. Et à partir de là, on peut calculer pour cette entreprise-là une moyenne donc de besoins en fonds de roulement de BFRN, de besoins en fonds de roulement en nombre de jours de chiffre d'affaires. Si on nous dit, ben voilà, dans le secteur, les entreprises ont généralement un besoin en fonds de roulement de chiffre d'affaires égal à 1 mois et demi ou 2 mois, donc 45 jours. Donc à partir de là, on se dit, bah, de toute manière, pour nous, ça va être la même chose. C'est-à-dire, on a une norme, n'est-ce pas, qui consistera à trouver, n'est-ce pas, quelque chose comme 1 mois et demi de chiffre d'affaires pour avoir, qu'il faut prévoir pour fonctionner normalement. À partir de là, on peut faire deux choses. Premièrement, appliquer la moyenne et en même temps, je fais mes prévisions et je fais mes calculs à partir du bilan prévisionnel et je calcule mon temps d'écoulement pour chaque élément. Et je peux comparer les deux. Alors, forcément, il est certain que je vais trouver une valeur qui ne sera pas exactement de 45 jours, 30 plus 15. Je trouverai en réalité quelque chose d'un petit peu, à peu près, 1 mois et demi, voire 2 mois. Il faut voir que aussi, pour une entreprise qui se crée, eh bien, elle n'a plus les mêmes économies que font les autres, que font celles qui ont l'expérience et ainsi de suite. Donc, il va falloir augmenter, on le sait, il va falloir revoir un petit peu et augmenter un tout petit peu les choses. Mais dans la prévision, c'est ce qu'on fait généralement. On fait toujours on ne fait jamais une prévision selon un cas idéal. On fait une prévision et on intègre beaucoup de contraintes. Pratiquement, il faut intégrer tous les éléments de manière
un peu adverse. Et à partir de là, eh bien, si les choses sont meilleures sur le marché, bah, tant mieux, parce qu'on se sera des gens préparés un petit peu aux difficultés. Mais si on trouve des difficultés liées au marché et ainsi de suite, bah, nous, on les a déjà prévus dans notre manière donc de faire nos prévisions. Voilà, si vous voulez, des éléments donc de cette prévision et on peut arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez le cours enregistré et vous pouvez revenir au cours, bien sûr, et vous aurez les applications et les TD qui seront faits par le professeur Brahim Boulfdan. Merci et au revoir.